Bouteau. On fera un tour de table des participants derrière pour dire de quelle entreprise vous venez, quelle coopérative, et exprimer vos attentes sur la thématique d'aujourd'hui sur les ressources humaines. Voilà. Philippe, c'est à toi. Merci beaucoup, Jean. Bonjour à tous. Je veux bien, Jean, que tu mettes la diapo numéro 3, peut-être, qui sera un support à mon introduction très courte, puisque Jean a dit l'essentiel. L'essentiel, c'est, euh, comment dirais-je, en marge de discussions régulières que nos fédérations professionnelles du Conseil ont avec la DRETS, a émergé en 2020, au pic de la crise Covid, le souhait d'engager une action pour aider le secteur du conseil qui souffrait, hein, et encore aujourd'hui, des effets de cette crise consécutive à la pandémie. Il a été décidé de porter une action visant à favoriser l'accès au conseil des PME régionales sur le secteur alimentaire, dans une définition large, comprenant notamment, mais pas seulement, le secteur de la coopération agricole, avec les actions point d'orgue que Jean a rappelé, 3 webinaires et une opération dite de speed meeting le 15 novembre. Occasion pour celles et ceux qui le souhaitent, au sein des entreprises alimentaires de la région, de rencontrer des consultants sur des thématiques à fort enjeu pour les filières, hein, du secteur alimentaire, mais également des institutions et opérateurs porteurs de solutions de financement du conseil. Puisque voilà, on sait, les PME achètent moins, ont moins recours que les grandes entreprises au conseil. Voilà, raison de plus pour faire connaître aux entreprises les financements ou les cofinancements possibles que l'État, à travers la DRETS et la DRAF, que la fédération professionnelle ou des fédérations professionnelles ou OPCO comme OCAPIAT portent et peuvent faire bénéficier les entreprises. Un dernier mot également pour vous dire, et ce sera également une occasion le 15 novembre pour le faire connaître, que nous avons travaillé sur un état des lieux, précisément des aides, des dispositifs d'aide, de financement donc au conseil, et notamment pour des thématiques qui vous intéressent. Un bref mot sur le panorama du conseil en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'objet de la diapo qui suit. Et je vais être court, simplement 3 idées en fait, hein. Hem, le conseil en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 6 000 entreprises et 8 000 indépendants. Voilà, donc c'est un secteur qui présente un nombre d'acteurs économiques très élevé. Heu, Ce que je voudrais souligner, c'est le caractère très atomisé de ce secteur, qui compte, vous le voyez, respectivement 90 et 76 de TPE, donc d'entreprises de moins de 10 salariés, sur l'activité conseil études et l'activité numérique, qui sont les 2 principales activités de la branche conseil. Et souligner enfin, l'extrême diversité, des compétences et sujets d'expertise qui est des entreprises et des consultants qui forment, la branche conseil. Vous le voyez à gauche, hein, on parle de conseil, sur des sujets très opérationnels, de ressources humaines, hein, c'est ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, de supply chain, mais également des sujets de stratégie d'entreprise. Et vous le voyez sur l'activité numérique. Il s'agit là tout autant de conseils en système d'information que d'éditeurs également, de logiciels. Alors, une dernière diapo sur, avant de laisser la parole, et c'est le plus important, à Laurent Berriard, sur le conseil. Peut-être que certains autour de vous, autour de la table, ont, déjà eu recours au conseil. Retenons simplement 2 choses. Le conseil, ça sert à quoi? Un, à aider à prendre des décisions sur, le choix de nouveaux marchés, sur, des investissements, sur des recrutements, et ça permet également, de sécuriser la mise en œuvre de projets. Alors la mise en œuvre de projets du système d'information, la mise en œuvre de projets, pourquoi pas de mise en place d'une GPEC, la mise en place de projets de revue des process pour améliorer la performance industrielle, par exemple, ou la performance financière. C'est ça les 2 principaux apports finalement du conseil. Voilà. Je voulais être bref, hein, dans mon introduction pour laisser la parole à Laurent Barriard, et bien évidemment, je suis à votre écoute pour des questions éventuelles à l'issue de l'intervention de Laurent. Voilà, donc Laurent, je propose que vous présentiez dans un premier temps. On fera un tour des participants et ensuite, OK, pas de voilà, problème. Bonjour à tous, démarrer. donc Laurent Berriard, je suis consultant RH et coach professionnel. Je suis le responsable du bureau de Lyon du cabinet Créneau Consulting, qui est un cabinet national.
Nous intervenons à trois niveaux, qui est principalement le recrutement, la formation et l'accompagnement, et la partie stratégie RH. Ce sont très rapidement nos trois grands piliers. Pour me présenter un petit peu plus, j'ai été dirigeant de PME dans le service sur Lyon pendant 17 ans, et je fais du conseil RH depuis 10 ans. Je suis rentré dans le conseil RH en commençant par l'accompagnement des entreprises sur la problématique du handicap. Et très rapidement, voilà, j'ai évolué vers l'accompagnement de dirigeants, la formation de managers et toutes les problématiques de stratégie RH, principalement des PME et ETI. J'interviens également dans des grands groupes sur la région. Voilà, très rapidement. Donc, je pense que oui, nous allons pouvoir faire un tour de table. Ouais. Oui, ça permettra de, voilà, de positionner les entreprises, tous les représentants qui sont là, et qu'ils puissent exprimer leurs attentes par rapport à ce webinaire. Donc, je vais être un petit peu directif. Je vais donc le faire avec la feuille de présence que j'ai. Je vais commencer, c'est personne que je vois à l'écran, donc je vais commencer par Juliette Alain. Ça tombe bien, c'est la lettre A. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Juliette Alain, je suis directeur général de la CAF coopérative La Suzienne, donc une CAF coopérative viticole à Suze-la-Rousse. Et mes attentes par rapport à ce séminaire, c'est, je dirais, comme d'habitude, d'enrichir ma vision des problématiques RH, parce que j'avoue que c'est quand même quelque chose qui pèse lourd, je trouve, aujourd'hui dans le management d'entreprise. Voilà. Ok, merci. Un impératif à midi moins le quart, donc vous m'excuserez par avance si je m'échappe avant la fin. Voilà. Ok, merci Juliette. Je vais passer la parole, je le vois aussi, à Frédéric Germain. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis directeur général de la coopérative de Vie-Naissance dans le Beaujolais. Comme l'a dit tout à l'heure Juliette, Alain, moi aussi, j'attends de cette formation d'avoir des pistes, d'avoir une autre vision, avoir peut-être des outils pour traiter différents problèmes RH, ou en tout cas avoir une nouvelle ouverture d'esprit par rapport à ma coopérative, sur comment faire évoluer des salariés, sur comment faire passer certains messages, sur des sujets comme ça. Voilà. Merci Frédéric. Alors, ceux qui sont derrière leur caméra, je vais passer la parole à Véronique Roux de Top Semence. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Véronique Roux, je suis en charge du recrutement et de la formation au sein de la société Top Semence, dans la Drôme, proche de Montélimar. Je suis accompagnée de mes deux autres collègues aussi en RH, et nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir aussi des outils et une ouverture sur les problématiques GPEC et management du personnel et recrutement. Ok, merci. Alors, pour Jura Montblanc, vous êtes deux également, Jérôme Béroul et Éline Marchand. Oui, bonjour. Donc, Éline Marchand, responsable RH du groupe Jura Montblanc à Viry, en Haute-Savoie. Donc, Jérôme Béroul avait un impératif, donc il a dû quitter la salle. Nous, on se fait déjà accompagner par différents cabinets. Aujourd'hui, je suis là pour vous écouter et j'espère avoir d'autres conseils. Ok, merci. Merci. Alors, eh bien, écoutez, dans l'intervalle, ni Oxiane, ni Tradival, ni Coforet, ni Sicarev ne nous ont rejoints. Bon, écoutez, je propose de passer là tout de suite au cœur du sujet. Laurent, c'est à vous. Merci Jean. Dites-moi peut-être c'est moi qui ai la main, dites-moi. Oui, passer sur la première slide. Donc, j'allais dire, ce que je vous propose, vu que nous sommes quand même pas très nombreux autour de l'écran, c'est de pouvoir intervenir au fur et à mesure, d'autant plus que Juliette, vous avez des impératifs, donc pour pouvoir poser des questions au fur et à mesure, on va intervenir, et je
je serai le gardien du temps, je gérerai ça pour pouvoir aller jusqu'au bout. Je m'aperçois que je n'ai pas donné l'occasion aux 2 personnes d'Ara Entreprise de s'exprimer. Allons-y, Plus pardon. là, en tant qu'observateur, je suis franchement désolé. Donc, il y a Guylaine Merveilleux du Villino et de la DRATS, en fait, et Farida Tali, donc qui sont dans le comité de pilotage de cette opération. Peut-être aviez-vous un mot à dire avant? Oui, Guylaine Merveilleux du Vigneault, je représente la DRETS aujourd'hui. La DRETS, donc c'est la représentation du ministère qui est chargé de l'emploi et du travail en région. Je travaille dans un service qui s'appelle Branches et Compétences, dans lequel nous nous occupons de contractualiser avec les branches des accords en faveur de l'amélioration de la gestion des ressources humaines auprès des entreprises. Donc on peut contractualiser avec les OPCO, on a une convention avec Ocapiat sur la prestation conseil en RH. On a d'autres types d'accords avec un ensemble de branches. Et donc, je suis là aujourd'hui, moi, pour vous écouter, représentants des entreprises, pour enrichir un petit peu ma connaissance de vos problématiques à ce jour. Merci. Oui, bonjour, moi je suis Farida Tali, donc je travaille pour Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est l'agence économique du Conseil régional. Et je suis chargée de mission emploi-formation et on accompagne des entreprises dans leurs problématiques RH. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour être aussi un relais auprès des entreprises régionales. Merci, Madame Tali. Voilà. Laurent. Ouais, c'est bon, je reprends la main. C'est le bon vrai départ. Faux départ. Donc oui, dans ce webinaire, alors il y a eu on peut obligé de faire des partis pris en fonction du format qui est quand même assez court. Donc l'idée, ce n'est pas effectivement, comme peut-être vous l'attendiez, de vous donner tout de suite des outils, ou vraiment on n'est pas sur un format de formation, c'est beaucoup trop court. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de balayer l'ensemble des prestations de conseil RH, de voir celles qui peuvent correspondre à votre contexte, parce que même si vous êtes tous de manière très large dans le même secteur d'activité, vous avez tous un contexte différent, des problématiques différentes et des enjeux différents. Donc, allez piocher un petit peu dans tous les thèmes qu'on va pouvoir aborder durant cette demi-heure. Également d'avoir cette vision un peu globale et de ce qu'on peut appeler une stratégie RH. Souvent, on se focalise sur un point ou un autre, mais voir que tout est un peu interactif, tout est un petit peu lié. Chaque bloc qu'on peut voir déjà sur ceux qui sont affichés là à l'écran, on va voir comment ils sont tous plus ou moins liés les uns aux autres. Pour démarrer, donc je fais un parti pris, c'est de prendre un exemple. Donc Jean, est sur la slide suivante. C'est de partir de l'exemple qui est peut-être une problématique que vous avez tous aujourd'hui, qui est le recrutement. À différents niveaux, que ce soit de la pénurie par rapport à certains profils, que ce soit de retenir vos collaborateurs. Et donc, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que le recrutement commence bien avant le recrutement. Jean, on peut passer sur la slide suivante. Avant de lancer des recrutements, il faut penser marque employeur. C'est vrai que souvent, on a tendance à se dire on recrute, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de nous, qu'on commence à parler de notre activité, de faire connaître nos métiers. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est le numérique, les personnes sont quasiment informées en permanence. Donc, quand on veut attirer des clients, il faut communiquer, des collaborateurs, il faut communiquer en permanence. Il faut être en permanence sur la communication. Alors là, j'ai mis l'attractivité, la QVCT, c'est un des éléments. Aujourd'hui, on va le voir plus tard sur les attentes des candidats. C'est vrai que c'est une chose qui est importante. Valoriser vos filières, c'est faire connaître vos métiers. Et la partie enseignement, les filières d'enseignement, les pépinières d'enseignement, c'est vrai que chaque filière et chaque secteur d'activité a tendance à aller chercher dans son secteur d'activité. Pour vous, par exemple, les lycées agricoles, les BTSA, etc. Aujourd'hui, avec la pénurie, on est obligé d'élargir un petit peu plus. Si on parle du recrutement de RC ou de TC, par exemple, pourquoi pas aller chercher sur des BTS force de vente ou des choses vraiment beaucoup plus larges qui ne sont pas au départ forcément ceux à qui on pourrait penser.
Donc, c'est à essayer d'ouvrir et d'élargir, vous, en termes de communication et en termes de marque employeur, faire connaître vraiment tout ce que vous faites qui est, j'allais dire, presque lié plus largement que juste votre activité. Tout ce que vous pouvez mettre en place pour accueillir des candidats et faire envie à des candidats de postuler chez vous quand vous ouvrez des postes. Jean, slide suivante. Dans le processus de recrutement, une fois qu'on a les candidats, il arrive forcément l'entretien de recrutement. Aujourd'hui, vu le changement et l'évolution des attentes des collaborateurs en matière de recrutement, nous, sur la partie vraiment recrutement, on constate quand les rôles sont inversés. On verra ça un peu plus précisément sur le slide suivant. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont les candidats qui choisissent leurs entreprises. On a des candidats qui aujourd'hui viennent, passent un entretien, sont sélectionnés et derrière, on n'a plus de nouvelles, on n'a plus rien. Donc là, c'est vraiment l'aspect évolution des attentes des collaborateurs. Aujourd'hui, on parle d'équilibre vie pro, vie perso, on parle du sens, qu'est-ce que c'est donner du sens. Bien évidemment, la rémunération reste un élément essentiel, mais n'est plus premier. Aujourd'hui, des personnes acceptent des postes moins bien rémunérés, mais qui leur permettent d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, mieux pour eux. Donc la question n'est plus, c'est comme ça que je l'ai traduite, qu'est-ce que je vais faire dans ce poste, mais pourquoi je le fais? Ça, c'est vraiment la question du sens, et ça, c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour attirer des nouveaux candidats, et c'est un élément clé dans l'entretien de recrutement. Aujourd'hui, des candidats, comme je disais, abandonnent le processus de recrutement suite à l'entretien de recrutement. Donc, c'est là où il faut vraiment être capable de comprendre les attentes. Et là, ça passe par la formation des personnes qui sont responsables du recrutement, que ce soit un dirigeant, que ce soit un président ou que ce soit une personne RH dédiée au recrutement. Il faut vraiment que cette personne, au cours de l'entretien recrutement, soit à même de comprendre les attentes du candidat qu'elle a en face de lui. Mener un entretien de recrutement, ça s'apprend. Donc, nous, aujourd'hui, on va jusqu'à un outil, un exemple, on va jusqu'à faire de la formation. C'est des formations flash qui durent une demi-journée, mais comment mener un entretien de recrutement dans le cadre aujourd'hui de l'évolution et que je vais développer, c'est sur l'aspect post-Covid. Aujourd'hui, les candidats ont vraiment cette idée du perso avant le pro. C'est vraiment quelque chose qui a… oui, bon, on peut enchaîner, Jean. Non, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment sur le côté, cette partie-là où les personnes aujourd'hui pensent plus perso que pro. On verra dans le dernier slide, on va parler aussi de management intergénérationnel, comment aborder ça. Mais sur cette partie de pro-perso, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable d'acquérir et de comprendre aujourd'hui en tant que recruteur. La partie suivante, donc oui, c'est affiché, c'est aujourd'hui ce que je disais, il y a 10 ans, on disait aux candidats, il faut vous vendre pendant l'entretien, c'est à vous d'aller vous vendre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit aux partenaires et aux entreprises qu'on accompagne. C'est aujourd'hui à l'entreprise à se vendre. Donc là, c'est là où on va parler de GEPP, on va parler d'anticiper les plans de succession des métiers experts, soit par la mise en place de tutorat, on va parler de formation continue à l'interne. Tout ça, ce sont des éléments qui doivent être abordés, par exemple, pendant l'entretien de recrutement. Aujourd'hui, une personne en entretien de recrutement, si on ne lui donne pas de perspective d'évolution de carrière et donc un peu de sens sur ce qu'elle fait, effectivement, elle va se sentir, elle va dire, OK, je vais rentrer, et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Elle ne va pas se projeter dans le futur. On peut passer au slide suivant, Jean. Et c'est valable également sur l'aspect garder ses collaborateurs. Aujourd'hui, en période de pénurie, en termes de recrutement, un élément qui est souvent négligé ou qui n'est pas abordé, c'est cette partie de garder ses collaborateurs. Il est plus facile de faire évoluer quelqu'un que de recruter quelqu'un. Ça passe par exemple, la formation et le rôle des managers en relations humaines ou le style de management. Aujourd'hui, les causes de démission, bien évidemment, la première cause reste la rémunération. La deuxième cause, c'est un problème avec son manager.
Donc, cet aspect formation du management, comment on manage, qu'est-ce que c'est le management, est indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, et ça c'est un mode franco-français et dans n'importe quel secteur d'activité, on a un bon technicien, ce bon technicien, si on veut le faire évoluer, on le nomme manager. Mais il reste quand même un bon technicien. Est-ce que ça devient un bon manager ou est-ce que ça devient un manager tout court? Pas évident. Le management, ça s'apprend. Et souvent, les personnes managent comme elles ont été managées. Et là, on tape sur la troisième ligne. C'est vrai que les jeunes générations, et aujourd'hui, ça ne concerne plus que les jeunes générations, effectivement, elles n'attendent pas d'être managées comme la génération des personnes qui sont ici, nous avons pu l'être, ou comme nous-mêmes nous manageons. Le management intergénérationnel ne concerne pas uniquement les jeunes aujourd'hui. En situation post-Covid, toutes les générations sont concernées par leurs nouvelles attentes, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ce qui est intéressant dans le management intergénérationnel, c'est d'arriver à comprendre que chaque génération, des baby-boomers à la génération Z, on a tous un rapport différent à l'autorité. On a tous des attentes différentes par rapport au travail. L'intérêt, c'est pas de dire que l'une est mieux que l'autre. Dans les années, les baby-boomers, années 68, je suis pas sûr qu'ils étaient mieux considérés que les jeunes générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, dans leur relation à l'autorité principalement. Donc, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionne chaque génération pour arriver à les faire travailler ensemble. L'accompagnement au changement, c'est quelque chose aussi qui permet de garder ses collaborateurs. On l'a vu, là je fais le lien avec le webinaire précédent sur la transfo digitale. On a des clichés en disant que les personnes un peu plus seniors ont du mal avec le changement et que les plus juniors, on va dire, eux, ils n'ont pas de problème. Ça, c'est complètement faux. On l'a vu avec l'exemple d'une personne qui était à quelques mois, je crois, de la retraite, mais qui avait envie de rester pour vivre effectivement l'expérience du changement et de la transfo digitale qui était là. Donc, l'accompagnement au changement, ça se fait tant au niveau des managers qu'au niveau des collaborateurs. La mobilité interne aussi, c'est quelque chose qui est importante. On a vu encore une fois l'exemple par rapport à la transfo digitale où dans une exploitation, quelqu'un qui fait des relevés, peu importe lesquels, les faisait à la main. Après, il allait voir sur son tableau Excel, il remplissait le tableau Excel. Demain, on lui donne un outil pour scanner les relevés qu'il a à faire. Forcément, il aura moins de temps à passer sur son travail. Il va avoir 2 heures, 3 heures dans la journée qui vont se libérer. Comment on le fait évoluer? Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Ça se passe par les assessments. Et les assessments, alors c'est un terme un peu barbare, c'est juste la validation des compétences. C'est comment on peut faire évoluer, comment on valide ses compétences. L'assessment peut servir aussi en recrutement. Par exemple, vous souhaitez recruter quelqu'un, oui, on va parler certainement argent. Faire appel à un cabinet de recrutement pour recruter un collaborateur, ça a un coût et ce n'est pas forcément adapté à tous les postes. Par contre, ça peut être mixé avec l'assessment. Vous pouvez, vous, faire votre sélection de candidats, faire une première sélection, voire une deuxième. Et puis, quand il vous reste 2 candidats, faire appel à de l'assessment, c'est-à-dire faire une validation par rapport à vos attentes, par rapport au poste, pour être sûr de choisir le bon candidat. Et là, on parle de coûts qui n'ont absolument rien à voir. Cette partie, effectivement, de garder ses collaborateurs, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on insiste, nous, vraiment beaucoup, parce qu'on a tendance à négliger cet aspect-là, et notamment l'aspect mobilité interne. Il est beaucoup plus facile de garder un collaborateur et de le faire évoluer que d'aller en chercher un à l'extérieur, surtout dans le contexte actuel. Slide suivant, Jean. Donc, en quoi le conseil RH peut vous aider? Là, j'ai essayé de synthétiser un peu tous les domaines dans lesquels un partenaire conseil RH peut vous accompagner. Il y a la partie détectée. Donc, c'est le recrutement, c'est l'assessment, bilan de compétences et pourquoi pas l'entretien de seconde partie de carrière. L'aspect développement des collaborateurs, c'est-à-dire tout ce qui peut être des parcours de formation. Tout ce qui est l'accompagnement opérationnel, c'est-à-dire là, c'est vraiment, on parle de coaching individuel ou collectif, vraiment sur le terrain. Voilà, moi j'interviens dans le domaine vitiviticole, alors c'est pas sur la région Rhône-Alpes, c'est en Champagne, où j'interviens aussi bien au niveau
dire des vignerons qui sont sur les parcelles que sur la partie production, voilà, sur les lignes de production. Donc, on est vraiment là dans l'accompagnement opérationnel sur le management et sur les process. La dernière partie, c'est le pilotage, donc le conseil RH au sens large et qui, pour moi, regroupe un petit peu tout l'ensemble de tout ça. L'accompagnement des équipes de direction pour pouvoir effectivement faire des choix, mettre en place la stratégie RH. Après, on peut passer sur des séminaires d'entreprise et on fait également de l'accompagnement sur la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. La stratégie RH, c'est la mise en cohérence d'un peu tout ça, de tous ces éléments. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors nous, ça on fait déjà, ça on fait pas, ça on aimerait bien faire. Effectivement, chacun, vous avez un cas et un contexte différent. Et puis, l'aide aussi, c'est d'arriver à faire un choix, c'est-à-dire vous dire, on ne peut pas tout faire d'un coup, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on fait en deuxième? La stratégie RH, c'est vraiment ça, c'est l'accompagnement aussi sur les choix. Quel choix vous allez faire en premier? Quel est l'important pour vous? Quelle est vraiment votre problématique et vos enjeux? Voilà, j'ai terminé, j'ai fait un tour assez rapide, assez top-down. Donc, je n'ai pas tellement l'habitude de faire du top-down comme ça, mais c'était vraiment, voilà, maintenant je vous laisse la parole et je vous laisse poser les questions et je suis à votre écoute. Alors, Frédéric Germain de la cave Vinescence. J'ai une question. J'ai rejoint cette cave il y a bientôt plus 7-8 mois. On a fait des entretiens d'évaluation de fin d'année en conjoint avec mon prédécesseur Jean-Paul Sibérac, moi-même et les salariés. Et on se retrouve souvent, en tout cas je parle dans mon cas, sur des gens, comme vous l'avez dit, qui sont experts dans leur domaine, où en toute honnêteté, je n'ai rien à leur proposer en termes d'évolution verticale, puisqu'il n'y a pas de poste, voilà, c'est des petites structures, des coopératives comme la mienne. Ils sont hyper importants pour moi parce qu'ils sont compétents, voilà, il n'y a aucune remise en cause. Mais comment garder la motivation qui passe effectivement par du financier, mais à un moment on est limité, par des formations, mais il faut qu'ils y trouvent un certain intérêt, en tout cas au niveau professionnel. Voilà, c'est difficile de leur apporter quelque chose quand on fait l'entretien, qu'on arrive dans la phase, une fois qu'on a enlevé le côté salaire, qui est quand même qui est important, faut pas se voiler la face, mais il n'y a pas que ça. Voilà, je me retrouve souvent dans une impasse en me disant super, je suis content de toi, tu as fait du bon boulot, je te propose une hausse de temps ou une prime, peu importe, et je dirais un so what derrière. C'est à l'année prochaine, et puis en espérant que l'année prochaine, ça se passe à peu près aussi bien. Alors, déjà, je vous remercie parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné et qui est très, très important aussi, c'est l'entretien annuel. L'entretien annuel, souvent, j'ai un petit peu l'impression que comme vous venez de le décrire, oui, voilà, on se dit on a fait une bonne année, c'est bien, une petite augmentation qui va bien, et puis on se revoit l'année prochaine. L'entretien annuel, c'est vraiment un vrai outil de management. Alors, comment l'utiliser? J'ai envie de vous demander, est-ce que vous leur demandez qu'est-ce qu'eux aimeraient faire de plus que ce qu'ils font aujourd'hui dans votre coopérative? Alors, je dirais oui, mais comme ils n'ont pas été habitués à ce genre de questions, parce que moi, je viens d'autres groupes un peu style LVMH, style Danone, etc., où j'étais habitué à ce genre d'entretien, je dirais quand vous leur posez ce genre de questions, en tout cas, on l'a vécu, là, ils vivent un peu ça d'une manière comme une inquisition. Là, ils ne le vivent pas très, très bien. Du style, vous voulez me virer, vous voulez plus de moi, vous voulez plus... donc non, après, il faut tourner la chose différemment, mais c'est des questions qui n'ont pas été... en tout cas, les entretiens n'ont pas été abordés comme ça précédemment. Donc, c'est pas facile non plus d'arriver avec ce mode de questions en leur demandant à eux... je dirais que les plus jeunes sont assez enclins à entendre et à échanger, à parler d'autres sujets qui peuvent même être étonnants. Il y en a certains qui veulent des formations pour la cuisine, qui veulent des formations, c'est ce que vous avez dit, pour leur bien-être, etc.
Mais les personnes un peu plus âgées, en tout cas, on va dire les quinquas, quand vous leur demandez ça, oui, c'est plutôt vu comment vous les mettre sur une porte de sortie. Donc, Alors après, il y a des pistes mais là, c'est vraiment du cas par cas et je lance ça, c'est peut-être pas forcément, ça vous concerne peut-être pas forcément, mais c'est vrai que sur des personnes qui arrivent 50, 60 ans et qui, bon, les orienter et ce qui est un double effet qui se coule, si je peux me permettre, c'est la partie, tout ce qui est tutorat, mentorat. Peut-être que vous l'avez déjà mis en place, mais c'est vrai que de leur donner une mission d'accompagnement, de compagnonnage presque, sur des nouveaux entrants, les faire fonctionner en binôme par exemple, où eux, ça les valorise parce qu'ils peuvent transmettre leur savoir. Il y a une relation qui se fait avec des plus jeunes. Donc il y a un lien aussi de cohésion qui se crée. Voilà, ça c'est une piste qui permet de les valoriser. Et ça leur fait faire un petit peu plus que ce qu'ils font. Ils continuent à faire le même travail avec et peut-être de manière, alors même s'ils le font, j'allais dire encore plus consciencieuse, mais voilà, avec vraiment cette envie de transmettre. Et dans vos métiers, notamment dans la partie viniviticole, je dirais que c'est important la transmission. Et donc voilà, c'est une piste. Je ne sais pas si ça peut vous parler ou si ça peut être mis en place, mais voilà, c'est une piste qui peut être envisagée dans ce cadre-là. Merci. Je peux porter un témoignage. Moi, j'ai dirigé pendant 9 ans une association de 40 salariés partis un peu partout en France, là, même s'il y avait un siège à Lyon d'une dizaine de personnes. Et ma difficulté était la vôtre, monsieur, c'est que je n'avais pas de levier d'augmentation de la rémunération. Je n'avais pas cette possibilité de financer des augmentations de salaire. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais c'est une contrainte de plus. Et je n'avais pas non plus la possibilité d'évolution verticale. Bon, une solution que j'ai pu trouver, mais c'est un peu ce que Laurent a dit finalement, c'est de mobiliser certains d'entre eux sur du projet. Voilà, lancer des projets, non pas pour la beauté du geste, mais parce que cohérent avec une stratégie ou pour peut-être aussi traiter des dysfonctionnements ou des déperditions d'énergie, voilà, sur le mieux travailler ensemble, sur une nouvelle offre, sur voilà, avec comment faire autrement, comment faire mieux, voilà, les pratiques professionnelles ou les process aujourd'hui correspondant à des cadres de fonction donnés. Voilà. Donc c'était une façon voilà, de les valoriser, de valoriser leur engagement et leur performance. C'était de leur confier un projet en nombre limité, 2-3 personnes, avec des jalons et un retour bien évidemment à tous pour, encore une fois, les mobiliser, les valoriser au service de la PME associative que je dirigeais alors, quoi. Voilà. Ok, merci. Ce témoignage. Et aujourd'hui, juste aussi dans l'esprit que vient d'évoquer Philippe sur la partie projet, il y a tout ce qui touche à l'environnement. Aujourd'hui, dans la maison de champagne dans laquelle j'interviens, un projet d'environnement a été lancé et là, les collaborateurs viennent d'un petit peu partout et ont décidé de prendre en main vraiment au niveau de l'entreprise, qu'est-ce que l'on peut améliorer pour la protection de l'environnement. Ça, je pense que c'est un sujet auquel vous êtes tous sensibles. Et donc, c'est voilà, des projets qui peuvent être lancés au sein de l'entreprise ou de la coopérative, évidemment. Oui, Frédéric l'a abordé dans sa question. Le point central, c'est la motivation à tous les étages, je dirais, des équipes en général, à commencer par les équipes de management, de comité de direction. Ça situe autant, je pense, dans le détecter que surtout dans le développer. Mais aussi dans le piloter. Donc cette question de motivation, elle est centrale. J'ai l'impression dans... La question de la motivation, c'est évidemment un sujet qu'on aborde tant sur des parcours parcours de motivation dans une... chaque personne a une courbe de motivation dans le temps. À un moment donné, on peut se poser la question si voilà, il faut travailler sur sa motivation ou s'il faut s'en séparer. Mais sur la partie motivation, chaque personne a des besoins différents.
Et c'est en répondant aux besoins de chaque personne qu'on va vraiment arriver à développer la motivation. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde avec les managers sur comment motiver leurs équipes. C'est du cas par cas dans le général. Aujourd'hui, c'est comment un collaborateur qui est motivé, qui a un besoin, lui, par exemple, d'innovation, qui a un besoin de nouveauté, qui a un besoin, et qu'il ait 20 ans ou qu'il en ait 60, comment on va nourrir ce besoin de nouveauté dans les projets que l'on peut avoir, c'est-à-dire le mettre sur un projet d'innovation, par exemple, son besoin va être nourri et là, il va être très motivé. Il n'y aura pas besoin de rajouter quelque chose ou de changer de poste. C'est juste l'intégrer, par exemple, sur un projet innovant. Il va nourrir son besoin de nouveauté et il sera motivé. C'est arriver à détecter ce genre, et là, c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas, au-delà de la motivation générale, qui est de dire on a des objectifs à atteindre, allez, on y va. Ce n'est pas ça qui va être motivant pour des collaborateurs. Donc, le sujet de la motivation, c'est à la fois un sujet d'équipe et un sujet individuel. Y a-t-il d'autres questions? Ou échange de cas concrets. Moi, je voudrais juste dire qu'effectivement, les besoins, ils sont, enfin, on les identifie tous les jours. Après, la problématique dans les petites structures, et je rejoins ce que disait Frédéric, comme nous, c'est les ressources, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de ressources, enfin, de responsable RH. On a des personnes qui, je dirais, sont de plus en plus au courant de leurs droits et mettent de plus en plus leurs droits devant leurs devoirs pour l'entreprise, on va dire. Et la ressource humaine, c'est une ressource essentielle dans l'entreprise, mais c'est aussi une ressource très chronophage quand on a des impératifs économiques et je dirais la nécessité aussi de… on a, entre guillemets, alors ça, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais on n'a pas que ça à faire, quoi. À un moment, il faut aussi que je dirais, les gens arrêtent de discuter, de se renseigner sur ce à quoi ils ont droit et qui se mettent, enfin, qui restent concentrés sur leur… Et cette partie-là, moi, je la trouve assez nouvelle, quelque part. C'est peut-être ce que vous disiez dans l'intergénérationnel, mais c'est pas évident, je trouve. C'est assez déroutant. Voilà. Bon, je suis complètement d'accord avec ce que dit Juliette. Moi, je reviens sur Vinescence. Hein. C'est vrai que ma prise de poste ici apporte forcément du changement, une nouvelle façon de manager, une nouvelle approche. Bon, je suis encore jeune, hein, 53 ans, j'ai encore plein de choses à faire devant moi. J'ai envie de faire progresser les gens, en tout cas de les accompagner, d'essayer de les aider, et puis derrière, bien sûr, faire progresser la coopérative. Mais je me heurte beaucoup à… c'est quelque chose de nouveau qui n'a pas été vécu parce que c'est comme ça. Et je dirais que ma population, il y a 80%, a plus de 50 ans, ils le vivent vraiment comme un genre de couperet. Ça y est, il veut tout changer. Ça y est, il veut rien que le fait de s'interroger sur ce qu'on fait dans son boulot pour essayer de trouver des nouvelles façons de travailler, pour essayer c'est comme ça, hein, mais on est assez mécanique. Je trouve que pour arrêter nos d'autres coopératives, on est souvent mécanique, on fait ce qui marche. On a beaucoup de mal de regarder ce qui se passe à côté pour faire évoluer. Moi, je suis plutôt comme ça, donc j'essaie de faire les gens, de faire en sorte qu'ils s'interrogent, de faire en sorte qu'ils s'autocritiquent, de faire en sorte, dans le but déjà de progresser, d'intellectuellement s'ouvrir sur autre chose. Mais je dirais que c'est pas facile si les gens n'ont pas envie d'eux-mêmes parce qu'ils le voient comme une… on va découvrir chez moi des lacunes, on va peut-être me juger, on va peut-être… Voilà, c'est tout ça qu'ils interprètent. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Ils le vivent vraiment comme une attaque, comme ça y est, il va nous virer, ça y est, il va tout changer, ça y est, il va tout casser, juste parce que on a envie de faire progresser, tirer des gens, poser des questions.
voilà, s'interroger. Alors moi, j'ai ce mode de fonctionnement, tout le monde ne l'a pas, ça je l'entends, je l'admets. Mais si on ne progresse pas, si moi je ne tire pas la machine, on reste sur un trend classique. Et puis voilà, ils attendent la retraite tranquillement. Le train, il va passer devant nous. On sera peut-être, dans le meilleur des cas, on raccrochera le dernier wagon. Mais voilà, c'est assez difficile de faire passer des messages de progression, d'interrogation, d'envie de faire autre chose, différemment. Pareil, hein, c'est difficile d'interagir comme ça sans connaître vraiment le détail du contexte. Mais ce qui est important aujourd'hui et qui est valable alors, pour on va dire les jeunes générations, mais comme vous le dites, hein, vous avez une population qui a majoritairement plus de 50 ans. Le besoin de sens, de savoir pourquoi je fais ça, dans quel but, mais quel est le but commun, c'est-à-dire le pourquoi en un mot, mais également le pourquoi en 2 mots. C'est-à-dire en quoi, moi, ce que je fais, mon geste métier, en quoi cela va contribuer au but commun. Et à un moment donné, justement, de partager ce que vous venez de partager là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin, c'est inévitable, c'est comme toute structure, hein, quelle qu'elle soit, de progresser, d'innover, d'aller plus loin, et ça avec les collaborateurs. Donc à un moment donné, donner du sens et dire voilà pourquoi on fait ça, pourquoi j'ai envie de vous, c'est moi, voilà, je suis responsable, pourquoi je dois nous emmener là. À un moment donné, partager ça, et là vous allez avoir forcément des gens qui vont adhérer très fortement, d'autres qui vont rester un peu comme ça, d'autres qui vont pas adhérer, mais tout le monde saura où vous voulez aller. Il faut le partager de manière très explicite. Ok. Et ce qui, dans la majorité des cas, permet d'enlever un petit peu ce côté suspicieux, de se dire mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi il fait ça et pourquoi il veut changer, et pourquoi voilà. Et ce qui peut aussi vous permettre à un moment donné de dire ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les personnes vont savoir exactement où elles vont et ce qu'elles auront à faire. Et peut-être qu'au cours de l'entretien annuel, des personnes se révéleront et diront « Ah oui, moi, on a parlé de ça, on va dans telle direction, moi, ça me fait envie ou pas ». Déjà, ne serait-ce que ça, c'est une amorce de dire qu'est-ce que vous pourriez faire de plus. Ok. Peut-être un témoignage complémentaire, si vous voulez bien. Là, quand j'ai pris les directions de cette association d'une quarantaine de salariés, j'avais en face de moi des salariés qui se disaient avant tout militants plus que des professionnels, et des délégués de personnel qui n'étaient pas forcément dans le bon registre, qui étaient très dans la revendication pour faire valoir des droits plus que des devoirs, comme disait madame. Moi, ce que j'ai entrepris rapidement, et ça a créé quelques déclics, c'était j'ai réuni l'ensemble des salariés pour leur présenter de façon assez pédagogique le compte de résultat de l'association. Pour expliquer enfin les raisons pour lesquelles l'association cruellement manquait de marge de manœuvre pour notamment augmenter les rémunérations, engager des investissements nécessaires, changer, embellir les bureaux, etc. Et faire comprendre quels étaient les mécanismes, quelque part, qui font le modèle économique d'une association qui est finalement une PME, quoi. Et ça a éveillé la prise de conscience de la nécessité de se transformer, voilà, pour, encore une fois, dans le but de dégager des marges de manœuvre, pour le bien-être de tous, enfin, pour la performance économique de l'association, et puis aussi pour, pouvoir engager des évolutions positives pour chacun d'entre nous. Voilà, et ça a permis, encore une fois, de pas pour les 40 salariés, mais pour aller la moitié d'entre eux, de faire des clics et de les mobiliser sur des chantiers d'amélioration, de la performance. Alors je ne donnais pas, on est dans le milieu associatif, je ne mets pas cela efficience ou productivité, c'était des mots tabous. Mais néanmoins, c'est comment travailler de façon plus efficace pour trouver des marges de manœuvre et voilà, et encore une fois, trouver des marges de manœuvre pour le bien commun et le bien individuel de chacun, quoi. Voilà, et cet exercice de transparence quelque part sur le compte de résultat et la façon dont il se construit et quels sont les leviers d'action a été vertueux. Ok.
Alors, au niveau de Jura-Mont-Blanc ou de Top Semence, sans vouloir absolument être intrusif, vous avez peut-être des questions, vous n'êtes pas encore exprimé. Non, je n'ai pas de questions particulières. Merci. Ok. Non, moi non plus. Alors moi j'en ai encore beaucoup. On parle là du management des salariés qui est une chose. En tout cas, je parle dans le milieu de la coopération. J'ai aussi le management avec mon conseil d'administration. Voilà, qui est aussi un élément assez prépondérant dans l'application de la stratégie et dans le développement des salariés et puis dans le développement des administrateurs. Donc, c'est aussi eux qui ont besoin pour moi d'être moteurs, d'être acteurs, d'être supports, et comment je peux aussi faire que ces gens-là, à un moment, ne soient pas juste des administrateurs, je veux dire un peu des fois passifs, ils viennent opiner du bonnet pendant la réunion, mais il ne se passe rien. Donc, moi, j'ai vraiment envie de mains qui s'impliquent. Alors, ce n'est pas forcément le cas de ma coopérative. Là, j'ai la chance d'avoir quand même des gens assez dynamiques. Mais sur un conseil de 20 personnes, voilà, il y en a qui viennent. Et j'ai envie de faire que ces gens-là aussi contribuent parce qu'ils ont des choses, quand vous les prenez de manière individuelle et tout, ils ont des éléments, ils ont des choses à apporter. Voilà, j'ai envie que ce management, comment pouvoir développer, comment. Alors, on sort peut-être un peu du registre de ce qu'on est en train de dire, mais c'est. Voilà, on n'est pas tout seul. Le directeur général, il n'est pas tout seul. Il a des gens qui sont derrière lui. Hein. Moi, je suis le relais de mon conseil d'administration, mais c'est faire comment les rendre un peu plus participants, plus. Là, je dirais suivant leur domaine de compétences, et justement ce que vous dites, ce qu'ils peuvent apporter, peut-être les faire intervenir de manière directe. C'est-à-dire aller les solliciter pour le dire à tel moment, soit pendant le conseil, soit même au sein de la coopérative. Moi, j'aimerais que vous puissiez intervenir sur tel sujet, parce que c'est votre domaine de compétence, parce que là, vous pouvez nous apporter quelque chose, et ça peut être une intervention de 10 minutes, 1 heure, suivant, mais encore une fois, c'est d'être explicite, c'est-à-dire de le solliciter directement. Peut-être qu'il vous dira non, ça ne m'intéresse pas. Ok, bon, c'est dommage, mais après, quand on va chercher quelqu'un sur ses compétences, sur ses savoir-faire, et qu'on lui demande de donner aux autres, il y a peu de refus. Normalement. Voilà, mais c'est une manière vraiment de l'impliquer, et surtout, lui, ces personnes-là, et vous leur montrez une marque d'intérêt. C'est-à-dire que vous leur montrez, et vous avez besoin d'eux aussi. Et donc là, à ce moment-là, ça permettrait de les investir un petit peu mieux. C'est vrai que dans une réunion, quand il y a 20 personnes, il y a peut-être des personnes qui ont envie de parler mais qui ne parlent jamais, qui sont là parce que 20 personnes, ça fait beaucoup aussi dans une réunion. Ce n'est pas facile de prendre la parole devant 20 personnes quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est peut-être avoir des comités peut-être plus restreints ou des petites cellules ou des échanges avec plus réduits en termes de nombre de personnes, et puis de les solliciter directement peut-être aussi. Alors, je ne l'ai pas rappelé au début de l'intervention, au niveau de la coopération agricole, donc le pôle gouvernance et stratégie qui est, j'allais dire, expert de cette relation dans l'instauration d'un bon mode de fonctionnement de la gouvernance, qui donc passe par là aussi de la motivation, le point central, la motivation d'administrateurs qui ne sont pas là que pour parler de la récolte et puis de la météo. Du prix de la récolte. Voilà, on peut évidemment aller plus loin, mais sans qu'il y ait d'intrusion dans le rôle du directeur vis-à-vis de ses salariés. Il y a bien une séparation des pouvoirs dans la coopérative. Donc tout ça, ça s'apprend, ça passe par du travail ensemble, au travers de séminaires d'information, mais aussi de la formation-action. Voilà. Donc c'est des sujets, Frédéric, sur lesquels je t'encourage à prendre contact avec Pascal ou Romain au niveau de l'équipe qui est arrivé plus récemment, que tu ne connais pas encore. Ok.
Là aussi, un témoignage, là, lorsque j'arrive dans cette association en 2011, là, j'ai un conseil d'administration de personnes assez passives et assez peu contributives et qui tirent leur légitimité finalement de leur statut d'administrateur. Ce qui là aussi a fait basculer le conseil d'administration en un conseil d'administration plus soutenant, et notamment à mon endroit en tant que DG, c'était les faire bosser vraiment, les faire travailler sur la stratégie d'entreprise. Donc j'ai réussi à dégager un budget pour nous faire accompagner, et c'est un peu ce que Jean disait au niveau de LCA, sur l'élaboration d'un plan stratégique nourri justement d'une mécanique assez classique d'entretien individuel réalisé par le consultant auprès des administrateurs et ensuite d'un séminaire pour mettre ensemble justement l'ensemble des idées et faire émerger un plan stratégique à 3 ans qui a permis aussi de mettre chaque administrateur face à ses responsabilités. Certains ne s'y sont pas retrouvés dans ce plan stratégique et sont partis d'eux-mêmes. Voilà. Et ça a permis aussi de renouveler ce conseil d'administration pour justement qu'il soit davantage mobilisé et soutenant. Oui, ça c'est un aspect effectivement qui est important sur la cohésion. Alors on parle de la cohésion d'équipe, mais aussi au niveau des conseils d'administration. Et pareil, un partage d'expérience sur une intervention où on va dire qu'il y avait un changement de génération. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration qui arrivait, qui était en place quasiment depuis 20 ans. C'est quasiment le même ou à peu près. Et donc à un moment donné, il y a des plus jeunes, ils avaient 40 ans quand même les plus jeunes, mais qui arrivaient et qui souhaitaient vraiment s'investir. Donc à un moment donné, il y a tout un travail qui a été fait sur la passation, c'est-à-dire comment les plus anciens passaient la main aux plus jeunes, et un deuxième temps, c'est comment les plus jeunes se projetaient à 3 ans, à 5 ans, et savoir où eux voulaient aller ensemble. Donc ce travail-là permet effectivement de mobiliser chacun, de donner des responsabilités à chacun en fonction de leur appétence, en fonction de leurs compétences, et d'avoir quelque chose de très cohérent derrière. Et de très, voilà, on parle de motivation, oui, ça crée de la motivation et ça tire toute la coopérative vers le haut aussi. Très bien, écoutez, l'heure est bientôt terminée. Je vous propose de vous rappeler, donc le 15 novembre, il vous sera proposé de pouvoir rencontrer 5 ou 6, je n'ai plus précisément le nombre en tête, de consultants experts RH. Il y aura aussi 5 ou 6 consultants au niveau de la stratégie commerciale, au niveau de la transformation digitale, et puis également nous aurons avec nous les partenaires financiers qui seront là pour vous orienter. On est bien sûr, en tant que la coopération agricole, là pour le faire, mais vous aurez l'occasion de rencontrer directement la DRETS, la DRAF, Ocapiat, qui j'oublie, Auvergne Entreprise au travers de son bouquet de services pour pouvoir raccrocher des missions de conseil à des dispositifs de financement. C'est important pour les TPE, PME que la plupart des coopératives adhérentes sont au niveau de la coopération agricole, d'avoir le coup de pouce financier qui permet d'engager la mission de conseil. Voilà. Donc, vous avez reçu l'invitation, je crois, hier pour le 15 novembre, donc réservez la journée. N'hésitez pas à vous inscrire, voir sur les différentes fonctions de l'entreprise en fonction des thématiques qui ont été retenues pour le 15 novembre. Philippe, un petit mot complémentaire? Non, merci beaucoup Jean pour cette conclusion. En effet, tu as raison d'insister sur le fait que le 15, il y aura également les partenaires institutionnels, certains sont autour de la table, qui sont des offreurs de solutions de financement. Et parce que ce coup de pouce, et voilà, vous l'avez rappelé autour de la table, là, vous êtes des PME et TPE avec des marges budgétaires limitées. Donc, le conseil, c'est un coût, c'est plutôt un investissement. Mais c'est vrai que ce coup de pouce financier qui apporte ces dispositifs d'aide au financement, vous en voyez certains dans la diapo, sont nécessaires pour déclencher l'acte d'achat du conseil. Donc, les opérateurs institutions seront présents également le 15 à Agrapol pour cela.
Ok. Voilà, mais écoutez, merci, merci à tout le monde. Chacun de vous. Et nous vous donnons donc rendez-vous le 15 novembre. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.